BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et on va maintenant parler fiscalité en accueillant Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, associé gérant de Vitam. L'attractivité fiscale de demain, c'est vrai qu'on est en pleine campagne électorale, alors on va respecter les règles, on ne parlera pas de candidats, on va parler de vos suggestions, vos propositions pour faire un petit peu progresser tout ça. Dans quel cadre on réfléchit déjà pour bien poser les bornes de notre discussion? On réfléchit dans un contexte où la pression fiscale a augmenté comme jamais. 2012-2016, sur cette période-là, plus 51 milliards d'euros de prélèvements qui ont essentiellement été supportés à hauteur de 35 milliards par les ménages. Donc on se retrouve avec une hausse de la fiscalité, ce qui fait que les prélèvements obligatoires, les fameux prélèvements obligatoires en France, représentent 47% du PIB, et c'est le record européen. Et cette hausse de la pression fiscale fait qu'elle devient intenable pour les particuliers, les entreprises aussi, mais elles ont été allégées, on l'a vu récemment, mais pour les ménages, en revanche, il n'y a pas eu de baisse, loin s'en faut. Ça veut dire qu'il va falloir impérativement réformer tout ça? Il y a le pacte fiscal, c'est un impératif qui a été développé, y compris par les organismes de réflexion, France Stratégie notamment, récemment encore, l'année dernière, pour dire que cette pression fiscale est intenable pour les 3 impôts qui frappent les particuliers. Bon, on va essayer de les brosser. D'abord, tiens, on va commencer par les revenus. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Sur les revenus, on a eu une hausse du barème progressif de l'impôt sur le revenu, puisqu'on a une augmentation de 5 points avec des tranches marginales. On a une CSG qui a augmenté de 297% en 20 ans. Donc aujourd'hui on est à 15,5, on le sait, on était à 3,9, faut pas l'oublier, en 97. On a l'exception du prélèvement forfaitaire qui n'est plus libératoire aujourd'hui, donc sur les revenus des capitaux, et on a au final une taxation des revenus qui est devenue illisible, complexe, et qui fait que le particulier s'y perd. Je vais vous donner un exemple. Sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, eh bien aujourd'hui, un dirigeant les actions, par exemple. Les actions, donc, mais aussi les titres qui sont détenus par les dirigeants d'entreprise, les parts sociales de SARL, les actions de SA, de SAS, qui sont vendues par une personne physique, eh bien, on ne connaît pas la taxation que l'on aura à la fin de l'année, puisque je vous rappelle aussi que c'est une problématique. La règle du jeu, elle est fixée à la fin de l'année. Jouer dans l'année, je donnerai la règle du jeu à la fin de l'année. Au moment où, en 2018, eh bien, on déclarera ou pas, puisqu'il y aura le prélèvement forfait, le prélèvement à la source, donc ces impôts. Donc il y a 175 cas de figure de taxation du dirigeant d'entreprise qui vend les parts de sa société. Bon. Comment voulez-vous y reconnaître? Moi-même, j'ai du mal. Bon, alors, quelques propositions. Vous avez planché là-dessus. Il faut effectivement d'abord avoir une règle de jeu qui est fixée en début d'année et qui soit intangible. Il faut que l'on sache, lorsqu'on réalise une opération dans l'année, à quelle sauce fiscale, si je puis dire, je serai mangé. Deuxième point, il faut un impôt progressif unique. Elle est à la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qui est appelée de ses voeux par nombre de think tanks, dont notamment France Stratégie, eh bien, serait une chose qui nous permettrait de créer peut-être demain une flat tax pour éviter d'avoir toutes ces niches fiscales qui, je le rappelle, aujourd'hui, sont au nombre de 453. Dans notre code général des impôts, il y a 453 niches fiscales. On avait déjà fait le ménage? Ah bah oui, parce qu'il n'y en avait plus avant. Donc effectivement, on a fait le ménage, mais on en a gardé une bonne partie. Donc il faut nettoyer tout ça, et puis il faut aussi un point qui est fondamental pour les revenus du capital, parce qu'on mélange les revenus du travail et les revenus du capital. Je vous rappelle que c'était aussi la volonté du président Hollande, là je peux le nommer puisqu'il ne se représente pas, donc que de taxer de la même manière. C'est pour ça qu'il y a eu les volatiles qui se sont envolés et qui ont dit attention, simplifions tout ça. Mais il faut aussi sanctuariser les véhicules d'investissement à long terme. Comment peut-on raisonner à long terme sans connaître la sauce fiscale à laquelle on sera mangé au terme? Donc de la clarification à tous les points de vue, que ce soit pour la stabilité, on va dire, fiscale, que ce soit les niches. Sanctuarisation, simplification aussi. Regardez, location nue, location meublée, on a 2 systèmes différents. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Ça, c'est du revenu. Une fois qu'on est propriétaire, là, il y a tout ce qui concerne la détention, finalement. La détention, on a une spécificité européenne, une exclusivité européenne, c'est l'ISF. Alors, les électeurs de cet impôt dogmatique, cet impôt inique, sont un peu nos Belphégor fiscales, si je puis dire. Puisque, qu'est-ce qui se passe avec cet impôt? Eh bien, on taxe
un revenu, on taxe un patrimoine, pardon, qui ne génère pas nécessairement des revenus. Je vous rappelle que l'impôt qui a été créé en 1981, à partir d'un seuil de déclenchement qui correspond aujourd'hui à 5 millions de francs, qui correspond aujourd'hui à 2,3 millions d'euros, tandis qu'aujourd'hui on est taxable des 800 000 euros, dès l'instant on les dépasse 1,3 million. Donc ce que veut donc concrètement dire, c'est qu'on a une assiette qui n'a pas bougé, on a un taux à 1,5, tandis qu'aujourd'hui, c'est même pas la rémunération de l'OAT à 10 ans. Ce qu'il faut rappeler, voilà, c'est qu'au moment où ça a été créé, la rémunération était bien plus élevée. On avait un taux sans risque qui était entre 10 et 11%. Aujourd'hui, 1,5%, c'est même pas le taux de rendement de l'emprunt d'État à 10 ans. Enfin, j'espère qu'on ne va pas y arriver parce qu'on aura un autre problème. Et puis, on est à 0,9. Aussi, on a aussi un vrai problème, c'est que les plus aisés d'entre nous, les plus aisés de nos contribuables, ne payent pas l'ISF avec le plafonnement. Il faut le savoir. C'est un impôt qui touche les tâches. Les classes moyennes très aisées, certes, et qui ont progressé, dont le patrimoine a progressé, notamment par l'embellie du patrimoine immobilier. Donc là, c'est pour vous haro sur l'ISF. Ah non, mais c'est simple, il faut le supprimer. C'est dogmatique, ça n'a pas de sens. On entend toute une frange des fondations, des œuvres sociales, etc., qui ce matin encore tirent la sonnette d'alarme en disant nous, on n'a plus de dons s'il n'y a plus d'ISF. Non, mais à ce moment-là, il y a deux problèmes. C'est les associations, les fondations, parce que c'est pas des associations, c'est des fondations. Donc, d'une part, et d'autre part, les défenseurs du capital risque, notamment la FIC, l'association qui les représente, disent attendez, s'il n'y a plus d'ISF, on n'aura plus d'investissement, je rappelle que ça draine à peu près 1 milliard, dans les PME. Eh bien, à ce moment-là, enlevons la carotte fiscale donc pour l'ISF et augmentons-la pour l'impôt sur le revenu. Ce qui ne paraît pas complètement idiot, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que 18% dans le cadre d'un plafond qui est très très faible de réduction d'impôt sur le revenu. Augmentons ce taux de réduction d'impôt sur le revenu, augmentons l'assiette sur laquelle portera cette réduction à l'impôt sur le revenu. On a parlé du revenu, on a parlé de la détention. Dernière phase, on va dire, patrimoniale, c'est la succession. C'est la transmission. Donc la machine à transmettre, elle est grippée. Aujourd'hui, on a un abattement de 100 000 euros. Mais ça, on va dire c'est démographique, c'est parce que la durée de vie s'allonge, non? Non, c'est parce que aussi, il y a plus d'attrait fiscal à transmettre de son vivant. Donc, il faut augmenter les abattements, il faut augmenter la règle du rappel fiscal. Vous savez que c'est tous les 15 ans. Eh bien, revenons à 10 ans. Ça paraît une durée qui nous donne un horizon, j'allais dire, sur 21 ans, on peut transmettre 2 fois. Aujourd'hui, sur 29 ans, on transmet qu'une fois. Donc, il y a quand même une difficulté. Et puis aussi, favorisons la transmission au profit des plus jeunes. Comment? Eh bien, en restaurant la réduction de droits qui s'appliquait jusqu'au 1er août 2011 de mémoire, donc pour les donations. Plus on donne tôt, plus on donne à des donataires qui sont jeunes, eh bien, plus on a d'avantages. Donc donnons une progressivité pour, en quelque sorte, et là on devrait un équilibre, pénaliser ceux qui ne s'occupent de rien et favoriser ceux qui transmettent à leurs héritiers. Parce que ça rejaillira dans l'économie. Bien sûr, ça permettra de réinjecter de l'argent dans l'économie réelle. Et vous savez que ça c'est aussi une volonté forte de l'ensemble, j'allais dire, de ceux qui veulent prétendre à la fonction suprême, eh bien, de réinjecter de l'argent dans l'économie réelle. Eh bien, pour ce faire, donnons-nous les moyens de le faire. Eh bien voilà quelques idées pour améliorer notre système fiscal. Idées signées Benoît Lombard.